Maître Briard, bonjour. Bonjour Anne. Vous êtes avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et vous allez aujourd'hui nous parler des libertés. Mais avant toute chose, dites-nous quelques mots sur ces deux institutions et sur votre métier. Depuis quand l'exercez-vous ? Alors, il existe dans le monde entier des cours suprêmes et ces juridictions disposent le plus souvent d'un barreau spécialisé. C'est le cas en France. Cette profession prend ses racines dans l'organisation judiciaire de l'Ancien Régime. Elle répond encore aujourd'hui à des besoins d'intérêt général. Pour une raison toute simple, les Français disposent d'une technique de contrôle qui est la technique de cassation, mise en œuvre par le Conseil d'État et la Cour de cassation à l'égard des décisions qui leur sont déférées, à la fois en ce qui concerne la motivation et l'application de la règle de droit. C'est un peu, si vous voulez, comme un patient qui irait voir un généraliste et qui aurait ensuite besoin d'un spécialiste. Eh bien, c'est de cette façon que nous travaillons avec nos confrères des cours et des tribunaux. Je suis dans cette profession depuis presque une quarantaine d'années, tout d'abord comme collaborateur et ensuite comme associé. C'est un métier passionnant qui est au service du droit, au service du justiciable. Et je pense que notre priorité, c'est la qualité juridique. On a beaucoup entendu parler du Conseil d'État pendant la crise sanitaire. Est-ce un rôle nouveau que le Conseil d'État s'est attribué ? Pas du tout. La crise du Covid-19 a en effet donné au Conseil d'État et à sa jurisprudence un relief particulier, mais cette juridiction qui siège au Palais Royal s'intéresse aux libertés publiques depuis plus d'un siècle. Le Conseil d'État est un protecteur vigilant des libertés des Français. Pour une raison d'abord historique, le Conseil d'État a inventé le recours pour excès de pouvoir sous le Second Empire et il a très naturellement été conduit à s'intéresser à la protection des libertés. Dès 1917, un commissaire du gouvernement, Corneille, disait dans l'affaire Baldi que la liberté est la règle et la restriction de police l'exception. Et entre la liberté de procession qui préoccupait les Français au moment des querelles religieuses au début du XXe siècle et la liberté d'aller et de venir dont il a été beaucoup question pendant la crise sanitaire, liberté d'expression, liberté d'opinion. L'œuvre du Conseil d'État a été immense au cours de ces décennies. Et elle a été guidée, certes, par des exigences d'intérêt général, mais elle s'est révélée aussi très protectrice des droits fondamentaux des Français. Mais n'est-ce pas le juge judiciaire qui est le gardien des libertés ? En effet, vous avez tout à fait raison, Anne. C'est ce que dit l'article 66 de notre Constitution. Mais en France, on considère que le juge judiciaire dispose d'un domaine naturel, c'est ce que dit le Conseil constitutionnel. Et lorsqu'on parle de liberté individuelle, c'est plutôt au sens de l'habeas corpus des pays anglo-saxons. Fixer une indemnité d'expropriation, statuer sur les grandes questions de procédure pénale, réparer une voie de fait, tout ceci relève du juge judiciaire. Le reste, le domaine des libertés publiques, relève de la compétence du juge administratif. Alors, revenons à la période de la crise sanitaire. Comment fonctionne la procédure de référé-liberté ? Cette procédure d'urgence est née au début des années 2000. J'ai le souvenir de séances mémorables avec le président Bruno Genevoix, qui est un passionné des libertés publiques. Elle suppose la réunion de plusieurs conditions. Il faut tout d'abord être en présence d'une liberté fondamentale. Il faut ensuite que la personne publique ait porté à cette liberté une atteinte grave et manifestement illégale. Et il faut enfin une situation d'urgence. Dans le cadre de cette procédure et à l'issue d'un débat contradictoire, le juge du référé-liberté peut prescrire à l'administration des mesures à prendre, en général dans un délai assez bref.
Les mesures prescrites peuvent être de nature très diverse. Il peut être fait injonction à l'administration de délivrer une autorisation, de réexaminer une demande, de cesser de faire circuler des drones. Les personnes publiques se soumettent naturellement à ces mesures. Et quel est le rôle des avocats dans la procédure de référé-liberté ? Le rôle de l'avocat est tout à fait essentiel pour deux raisons. Il est la voix du justiciable et c'est sur lui que repose la responsabilité de la conduite de la procédure. Vous vous souvenez du mot de Giraudoux, le droit est la plus puissante des écoles de l'imagination. Eh bien, quand un avocat est en charge d'une procédure de référé-liberté, il doit exercer son imagination et sa culture juridique pour trouver des moyens, pour les bâtir, pour les présenter au juge, pour assurer le débat contradictoire à la fois par écrit et au cours de l'audience. Tout ceci se fait évidemment dans le respect de nos juges. Je ne suis pas de ceux qui, même s'ils ont un destin ministériel, pratiquent l'anathème à l'égard de nos magistrats. Tout ceci se déroule dans un très bon climat, loyal et contradictoire. Le Conseil d'État a rendu plus de 150 décisions pendant la période de la crise sanitaire, principalement des décisions de rejet. Comment l'expliquez-vous ? Le Conseil d'État protège l'État, n'est-ce pas ? Le Conseil d'État ne protège pas l'État. Le Conseil d'État protège l'État de droit, ce qui est tout à fait différent. Il le fait dans ses formations administratives, lorsqu'il conseille le gouvernement, mais aussi dans ses formations contentieuses. Et s'il y a eu en effet un certain nombre de rejets pendant cette période, c'est tout simplement parce que l'une ou l'autre des conditions du référé-liberté n'était pas réunies, et notamment qu'il n'y avait pas d'atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale. On a demandé beaucoup de choses au Conseil d'État, du plaquenil, des lunettes de protection, des masques. On lui a demandé de nationaliser des entreprises. Certains requérants lui ont même demandé d'ordonner le confinement total et absolu de la population avec un ravitaillement. Le Conseil d'État a rappelé à plusieurs reprises qu'il n'exerce pas la même mission que les pouvoirs publics et il s'est toujours efforcé à la fois de concilier entre elles les libertés publiques qui étaient en cause, le droit à la santé et la liberté d'aller et de venir, par exemple. Il a pris en considération l'urgence sanitaire et s'est également montré protecteur de façon équilibrée et raisonnable des libertés publiques. Et quelles sont les décisions qui ont donné satisfaction aux justiciables ? Il y en a eu un certain nombre qui ont été mesurées, proportionnées, mais également strictes. Je vous renvoie sur ce point aux interviews que le président Bruno Lasserre a pu donner à la presse. Les avocats, pour leur part, ont constaté que ces mesures avaient eu un impact fort et précis dans des domaines tout à fait ciblés. Par exemple, ordonner la suspension de dispositions réglementaires qui restreignaient de façon excessive la liberté de manifestation. Il a ordonné la réouverture des guichets des demandeurs d'asile. Il a prescrit la cessation de la surveillance des Parisiens par des drones. Il a demandé de suspendre le fonctionnement de caméras thermiques. Ces procédures ont également été l'occasion d'un débat entre les requérants représentés par leurs avocats et l'administration. Le Conseil d'État a, de ce point de vue, exercé un rôle de médiateur et de rapprochement des positions en présence. Les membres du Conseil d'État sont de hauts fonctionnaires nommés par le président de la République. Ils conseillent constamment le gouvernement. En tant qu'avocat, qu'en pensez-vous ? N'est-ce pas gênant, voire anormal, qu'ils ne soient pas de vrais magistrats ? Alors écoutez, je fais ce métier depuis fort longtemps. J'ai rédigé mon premier mémoire devant le Conseil d'État. J'étais encore étudiant et collaborateur d'un avocat au Conseil, il y a 42 ans. Je peux vous dire qu'en 4 décennies, je n'ai jamais douté un seul instant de l'impartialité et de la parfaite indépendance d'esprit des membres du Conseil d'État. Ces hommes et ces femmes font un travail remarquable.
dans le silence et l'humilité, avec beaucoup de compétences. Il y a au Conseil d'État un sens du débat et un respect pour l'opinion de l'autre que l'on trouve rarement. Cette indépendance est aussi statutaire. Elle a été consacrée par le Conseil constitutionnel dès 1980. Le Conseil d'État est en effet le conseil du gouvernement. Il est aussi le juge suprême de l'administration. C'est une masse de granit qui nous a été léguée par l'époque napoléonienne. Alors en effet, ces membres appartiennent à la fonction publique, mais ils peuvent également être de façon impartiale et indépendante des juges qui sont, je l'ai dit, protecteurs de la sécurité juridique et des droits des citoyens. Et nous avons, nous, avocats, des relations de confiance et de respect mutuel avec le Conseil d'État. Alors, pour répondre à votre question, oui, les membres du Conseil d'État sont de vrais juges. Vous écrivez en ce moment un livre sur la liberté. En effet, il était nécessaire de s'occuper pendant la période du confinement. Il s'agit d'un essai libre sur le sens des libertés en France en 2020. Et cet ouvrage, je l'avais à l'esprit depuis quelque temps. Il part d'une idée simple, d'un constat. C'est que nous vivons une époque en Europe et en France en particulier, tout à fait unique du point de vue de la protection des libertés. Jamais, dans notre histoire, nous n'avons disposé d'un tel arsenal interne et international de protection des libertés. Et paradoxalement, il se trouve aujourd'hui beaucoup de bons esprits qui déplorent une violation permanente et constante des libertés fondamentales des Français. Alors ce livre dresse tout d'abord un état des lieux pour que chacun puisse réaliser le dispositif qui existe aujourd'hui. Et il rappelle aussi un certain nombre de réalités, de fondements, que la liberté est un don précieux qui a été chèrement acquis par ceux qui nous ont précédés, qu'elle s'exerce dans le cadre permis par la loi. Ce sont les mots de Montesquieu. Être libre, c'est faire ce que les lois permettent. Ce livre aborde également la question de la responsabilité individuelle, qui est à mon avis indissociable de l'exercice des libertés publiques. Et il est important, me semble-t-il, d'éloigner cette conception contemporaine de la liberté narcissique, de se souvenir que toute liberté s'exerce au sein d'un corps social. L'individu n'est pas seul, il appartient à une communauté, il doit respecter les libertés des autres. Et la puissance publique a une responsabilité particulière dans ce domaine, qui n'est pas de réprimer les libertés, d'être leur sépulcre, mais au contraire, de les protéger si le fondement de l'État est bien la liberté individuelle.